C'est une arme géopolitique et donc par définition, une arme, dépasse, normalement, le cadre de la bienséance, on va dire. Mais la particularité de la drogue en géopolitique, c'est qu'elle a toujours servi à permettre à des États d'obtenir, des moyens de financement ne pouvant être obtenus dans le cadre, de la négociation politique, traditionnelle et dans le cadre des rapports internationaux. Notamment, ça a pu servir, pour, réparer, d'énormes problèmes de déficits commerciaux qui ne pouvaient pas être, réparés par la voie économique, traditionnelle. C'est le cas notamment de ce qui a, en dehors des questions purement culturelles, déclenché, les 2 guerres de l'opium. Pourquoi? Parce que la guerre de l'opium, la première, qui débute en 1839, est une guerre, qui est liée évidemment au commerce au départ du thé. Les Anglais ont eu, pendant, des années une addiction folle, pour le thé qui ne pouvait être, obtenu, que par la Chine et ça a tout simplement, ruiné, le pays et creusé, leur balance commerciale de manière incroyablement déficitaire au point que les caisses de la couronne anglaise se sont retrouvées vides. Donc c'est à ce moment-là, l'opium qui sert de monnaie d'échange, sachant que les Chinois ne souhaitaient pas, n'acceptaient pas le commerce, traditionnel, international et l'opium est devenu en réalité, le moyen de forcer, la Chine, à, ouvrir des ports, aux Anglais pour qu'ils puissent eux-mêmes faire du commerce et ne pas seulement être débiteurs du thé. Donc c'est typiquement, un outil. Ensuite, c'est aussi, quelque chose qui permet une arme géopolitique qui permet de passer, de ne pas tenir compte, on va dire, des règles, internationales et de financer des activités qui, pour un pays, ne seraient pas finançables autrement. C'est notamment le cas évidemment, des États-Unis qui ont été, un des pays, les plus couramment, habitués à ces processus. Évidemment, on pense, à la guerre du Vietnam, mais bien après, et dans le containment, de la progression, soviétique dans le cadre de la guerre froide. Ça a été aussi le cas, notamment, c'est aussi une arme fiscale. C'est exactement ce qui s'est passé en Indochine française, avec l'instauration de la régie indochinoise de l'opium, qui a été créée par Paul Doumer, et qui, alors que l'Indochine avait d'énormes problèmes de financement de ces infrastructures, il fallait trouver des moyens qui permettent de multiplier de manière incontinente les recettes fiscales. Et l'opium a été cet outil-là. À un moment même, il a dépassé les 20-25% de l'ensemble des recettes de l'Indochine. Donc la drogue en géopolitique, c'est une arme, d'un côté, qui permet, quand les parlements ne le souhaitent pas, de financer des activités parallèles, typiquement les États-Unis, la guerre du Vietnam et tout ce qui se passait en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La fiscalité, c'est un moyen fiscal, comme on l'a vu en Indochine, et ça a été aussi un moyen détourné de réparer un énorme déficit commercial, comme on l'a vu en Angleterre au XIXe siècle, avec la question du thé et de la guerre de l'opium. Alors en fait, quand j'ai commencé, à travailler ce livre, c'est un projet que je tenais, que j'avais en moi depuis très, très longtemps. Parce que partout où j'ai été, partout où j'ai mené des enquêtes, fait des reportages, des documentaires, je suis tombé dans le monde sur la question effectivement du narcotrafic et du narcotrafic, dans un cadre politique et géopolitique. Mais le pays dont je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il devienne à ce point le fil rouge du livre, c'est les États-Unis. Autant je savais par rapport à l'Angleterre, je connaissais par cœur la guerre de l'opium et ses conséquences, pareil pour la régie indo-chinoise française, de la même manière que travaillant sur le Moyen-Orient depuis longtemps, je savais que l'Iran, par exemple, était devenu un des plus gros narco-États du monde, tout comme le Venezuela. Mais je connaissais évidemment les différentes manœuvres américaines
qui ont permis de financer la guerre froide, mais je n'avais pas idée à ce point-là que le processus, en fait, rentrait strictement dans les rapports avec quasiment tous les pays euh, dans lesquels les Américains sont intervenus. C'est évidemment comme pour la France, mais c'est toute l'Asie du Sud-Est, c'est toute l'Amérique centrale, c'est toute l'Amérique du Sud, avec effectivement en permanence une hypocrisie. On prétend d'un côté lutter contre le narcotrafic. On se souvient de la fameuse War on Drugs de Richard Nixon, déclenchée en 1971. Et pendant ce temps-là, en fait, on finance des opérations spéciales contre les mouvements de gauche révolutionnaires et d'obédience soviétique avec le trafic de drogue, un trafic de drogue qui n'est jamais reconnu officiellement évidemment, mais qui irrigue absolument toutes les négociations et notamment les achats d'armes. On l'a vu notamment dans le cas de la célèbre affaire de l'Iron Gate, mais en fait, on le voit absolument partout, avec évidemment un énorme problème sanitaire boomerang qui s'est posé, notamment pendant la guerre du Vietnam, où on a vu que une part absolument majeure des soldats américains sont tombés eux-mêmes dans l'addiction et ont porté en grande partie cette addiction sur le sol américain. Alors, est-ce que la guerre contre la drogue est un échec ou une illusion? J'aurais tendance à dire un peu les deux. Un échec parce que elle sert de variable d'ajustement en permanence aux opérations géopolitiques, aux rapports diplomatiques entre les États. On a vu par exemple une affaire qui est très célèbre, à laquelle je consacre 2 chapitres dans le livre, qui est l'affaire Cassandra, c'est la DEA, aidée par énormément d'autres pays, dont des services de lutte contre les stupéfiants et le narcotrafic de plusieurs pays, dont la France, avec la DEA américaine, avait réussi sans doute à monter la plus grande opération antidrogue de l'histoire, en essayant de tarir le trafic du Hezbollah, du Hezbollah libanais, mais évidemment lié à l'Iran des Mollahs. Or, cette opération, qui s'appelle l'opération Cassandra, mais qui était également doublée en France par une opération qui s'appelait Cédar, a été en réalité totalement torpillée par les gouvernements pourtant qui les avaient lancés, c'est-à-dire particulièrement les États-Unis et la France. Alors, on l'a notamment vu effectivement avec l'opération Cassandra américaine et sa déclinaison française, l'opération Cédar, qui avait pour but d'annihiler le trafic de drogue du Hezbollah libanais fait pour le compte de l'Iran des Mollahs. Or, cette opération a été, sous Barack Obama d'un côté et François Hollande pour la France de l'autre, totalement torpillée par les propres gouvernements qui les avaient lancés, notamment dans le cadre américain pour permettre l'aboutissement des négociations sur le nucléaire iranien. Et on voit encore aujourd'hui que la question se pose, donc que ce n'était pas une grande réussite. Et du point de vue français, c'était pour permettre effectivement, à partir du moment où le blocus s'allégeait, d'entreprendre énormément d'opérations commerciales. Juste après l'échec de l'opération Cassandra, évidemment, et des négociations sur le nucléaire iranien, le JSOP, on a eu une vente colossale d'Airbus. On a vu des sociétés comme Total pouvoir revenir en Iran. Donc, c'est de ce point de vue-là, à la fois l'expression de l'échec et de l'illusion. L'illusion, c'est que la drogue, la lutte contre le narcotrafic est très souvent une variable d'ajustement des questions géopolitiques, de la diplomatie, et a tendance à passer derrière quand des questions qui semblent plus importantes aux États sont en jeu, d'un côté. Ensuite, une illusion, parce que, indépendamment de ce genre d'opération, on sait parfaitement que le trafic de drogue aujourd'hui
représente au niveau économique mondial un secteur absolument colossal et que les intérêts financiers sont tels que les grands cartels, notamment si on prend les grands cartels mexicains comme Jalisco, comme Sinaloa, sont des forces économiques absolument colossales qui en plus peuvent avoir des rapports directs ou indirects avec certains États, c'est ce qu'on a vu donc avec le Venezuela, c'est ce qu'on a vu avec l'Iran, mais d'une certaine manière à travers les opiacés, ce qu'on a vu aussi avec la Chine. Donc il y a des intérêts et des rapports financiers tels que les trafiquants mobilisent des sommes colossales et sont très souvent en avance sur la manière d'échapper au plan antidrogue et aux rétorsions et prennent en permanence de l'avance sur les services de sécurité et sur les forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai à l'ère des crypto-monnaies, à l'ère de l'intelligence artificielle, qui offre à ces cartels des moyens absolument incroyables pour poursuivre et amplifier leur trafic.